Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est ma deuxième petite chirurgie chouchou, qui est l'augmentation mammaire, la chirurgie mammaire en général. Je vais vous expliquer si les mentalités ont évolué par rapport au silicone et quel est l'avenir de notre chirurgie. Et je vais vous donner aussi des petits secrets de mes techniques pour que ce soit une opération qui soit réussie. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion. Mais pas que, on va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. C'est quoi donc ton opération préférée ? Mon opération préférée, c'est comme choisir parmi plusieurs jouets ou parmi ses poupées préférées. Oh là là, j'aime beaucoup la chirurgie mammaire. Et dans la chirurgie mammaire, est-ce que tu as des préférences ? Oui, il y a aussi des préférences dans la chirurgie mammaire. C'est vrai que la chirurgie mammaire, c'est assez vaste. Je dirais, j'aime beaucoup les prothèses. Alors, on va dire ce que je fais et on va dire dans l'ordre. Mais oui, j'ai des petites préférences. Des petites préférences du coup, ce que je fais majoritairement. J'aime beaucoup l'augmentation mammaire. Il y a plusieurs façons de faire une augmentation mammaire. La réduction mammaire aussi. C'est assez intéressant. Les mastopexies, c'est le fait de remonter la poitrine, notamment chez les mamans qui ont allaité, qui ont eu des enfants. Oui, c'est les trois chirurgies mammaires que j'aime beaucoup. Ok. Et du coup, tu fais que ça ou tu en as fait ta spécialité ? Je fais surtout de la chirurgie mammaire. Je fais aussi de la rhinoplastie. Ok. Alors, je fais un petit peu les chirurgies type chirurgie des paupières, abdominoplastie aussi. Donc, quand on enlève la peau du ventre, plutôt chez les mamans aussi. Mais oui, j'en ai fait ma spécialité parce que je fais majoritairement des chirurgies mammaires et des rhinoplasties. Est-ce que la mentalité et les préjugés sur les prothèses mammaires ont évolué ? Alors oui, ça c'est un grand sujet. La France a pas mal souffert de beaucoup de, on va dire, de soucis au niveau de la réputation des prothèses mammaires. On a eu le débat des prothèses PIP à l'époque, etc. Les mentalités commencent un peu à évoluer. Oui, je dirais qu'on a encore des petits stigmates, des séquelles de ces espèces de clichés de la chirurgie. On met des faux seins. Voilà. J'avais lu ça sur un de mes posts sur les réseaux sociaux, que finalement, on n'était que des chirurgiens qui mettent des faux seins. Donc, il y a encore ce côté chirurgie superficielle, donc égale chirurgie pas difficile, égale inutile, futile, frivole. Les mentalités sont encore là. Moi, je pensais qu'elles évoluaient. Je pensais qu'on les entendait de moins en moins. Et je m'en rends compte, de par les réseaux sociaux, en communiquant avec les gens, que c'est pas encore ça. Qu'il y a encore des méprises, en fait, de ce métier. Ils pensent qu'on est uniquement chirurgien esthétique, futile. Mais non, en fait, la chirurgie esthétique, c'est pas du tout ça. Alors déjà, avant tout, on est chirurgien plasticien. C'est quand même important. On est chirurgien. Avant d'être chirurgien, on est médecin. Donc, on ne fait pas que ça. On n'est pas juste des poseurs de silicone. Par ailleurs, de par notre métier, on arrive quand même à soigner le psychisme, hormis le physique, bien évidemment, mais le psychisme des gens. Donc, forcément, c'est des personnes qui vont être bien dans leur peau. On arrive quand même à redonner la confiance aux patientes. Enfin, on est le meilleur antidépresseur de la patiente qui est complexée. On sera aussi efficace qu'un antihypertenseur chez le sujet qui a l'hypertension artérielle. Donc, moi, je trouve que on va réduire le taux de dépression chez une personne qui, de toute façon, n'est pas bien dans sa peau. Alors, c'est un peu... le trait est un peu forcé, mais c'est pour expliquer que... Aujourd'hui, non, on a encore ce cliché de la chirurgie esthétique. Les mentalités évoluent, mais c'est encore un peu lent. Bien évidemment, les patients que je vois à ma consultation, s'ils sont à ma consultation, c'est qu'ils sont passés au-delà de ce cliché et qu'ils ont envie de réaliser leur projet.
Mais quand j'en parle autour de moi, on entend encore des choses qui sont un peu tristes et dommage parce que on fait du bien aux gens, mais il faudrait en discuter avec les patients pour le savoir. Mais on souffre encore un petit peu de pas mal de clichés. Ouais. Quelle est la plus grande demande en chirurgie mammaire? Ma plus grande demande, je dirais que c'est l'augmentation mammaire, tout simplement, la mise en place de prothèses. Alors pour 2 raisons, soit pour des hypotrophies mammaires, ce qu'on appelle hypotrophie, c'est quand les patients n'ont pas du tout de poitrine, rien du tout. Donc une poitrine pas féminine du tout. Et aussi quand la poitrine tombe un peu. Pourquoi je dis un peu? Parce que quand la poitrine tombe peu, tombe plus ou trop, on est obligé d'associer une chirurgie on appelle ça une cure de ptose. On est obligé d'associer une chirurgie, on doit remonter la poitrine. Mais dans tous les cas, oui, je dirais 70% de la demande en chirurgie mammaire, c'est des prothèses. C'est l'augmentation mammaire, tout simplement. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Et 30%, ça sera peut-être la réduction mammaire et la mastopexie, oui. Ok. On voit sur les réseaux que tu as des résultats de dingue, très naturels, etc. Merci. Et il paraît que tu as une technique bien à toi, très spécifique. Est-ce que tu pourrais nous la partager ou c'est peut-être indiscret? C'est peut-être un secret. Alors, oui, j'ai une technique qui est spécifique, mais que je n'ai absolument pas inventée, qui m'a été enseignée par mes mentors, on va dire, ou des rencontres que j'ai faites à ce moment-là, des chirurgiens qui ont croisé ma route et qui ont où j'ai eu la chance qu'ils m'apprennent dans les détails cette technique. Non, c'est pas un secret, c'est juste que moi, j'aime beaucoup le côté invisible, très naturel, discret. Bon, je suis pas la seule, mais c'est presque mon obsession, en fait, c'est cette quête de l'hyper-naturel. Je dis à mes patientes, moi, après l'intervention des prothèses mammaires, il faut pas que vous sentiez vos implants, mais il faut même que votre mari ne les sente pas, en fait. Il faut que personne ne sache que vous avez été opéré. C'est fini le cliché des poitrines gonflées, des poitrines cailloux, refaites sur la plage, où on voit dans la télé-réalité, mais mon Dieu, mais qui acceptent de faire ça, en fait, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai trouvé une petite technique, je vais finir par le dire, parce qu'on va penser que c'est un secret et que je ne vais pas le partager. Non, moi, je fais beaucoup de techniques hybrides. On appelle ça l'augmentation mammaire composite. Donc, les patientes viennent beaucoup chez moi pour ça. Alors, c'est un peu plus long, c'est fastidieux. Il y a une certaine façon un peu technique de réaliser ce type d'intervention. Donc, en fait, c'est prothèse plus graisse, tout simplement. Alors oui, tout simplement, ça paraît simple comme ça sur le papier. Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Mais c'est juste un peu plus technique au bloc, on va dire, sans rentrer dans les détails un peu chirurgicaux. Mais oui, les patientes viennent beaucoup me voir pour cette technique d'hybride, parce que à la base, elles auraient envie d'augmenter la taille de leur poitrine avec uniquement de la graisse, ce qui paraît cohérent. C'est la graisse et on enlève une partie de notre propre corps et on la réinjecte, donc il n'y a pas de corps étranger, donc c'est plutôt sympa. Et puis c'est hyper naturel, la graisse. Donc j'utilise les avantages en fait des 2 techniques. Malheureusement, l'augmentation mammaire uniquement par graisse, ça ne tient pas forcément. En fait, ça tient, mais ça donne des résultats, des petites augmentations, puisque finalement, la graisse, ça reste quoi? C'est du beurre fondu, comme j'aime dire en consultation. Ça devient presque de l'huile. Donc, ça ne peut pas donner de volume. En revanche, ça adoucit bien les contours. Et quand je nappe mes prothèses avec de la graisse dans un plan bien particulier, parce que même la mise en place des prothèses n'est pas sous le muscle, pas tout à fait. Du coup, ça fait moins mal aussi. Du coup, oui, c'est ma petite technique à moi, mais que j'ai absolument pas inventée. Je dirais 90% de mes augmentations mammaires, je fais cette technique. Mais au final, les patientes viennent me voir pour ça. Et alors, quand elles ont une bonne indication, bien sûr, il faut qu'elles aient de la graisse à donner, tout ça. Quand elles ont une bonne indication, en général, on fait une augmentation mammaire composite, hybride. En termes de taille, quel est le bonnet le plus à la mode, si je dois dire quoi? À la mode, oui. Je dirais que le bonnet C. C'est le bonnet le plus demandé. C'est le bonnet que les patientes... on pense que le cliché, c'est les gros seins. C'est pas une demande fréquente en chirurgie esthétique. Moi, j'ai surtout des demandes juste des patientes qui me disent « je veux juste remplir ma poitrine, je veux juste retrouver mes seins d'avant, je veux juste avoir la poitrine que j'avais avant d'allaiter, je veux juste retrouver un bonnet C. C'est le bonnet classique, moyen. » En revanche, j'ai beaucoup de patientes qui me demandent des petits bonnets aussi. Okay. Elles ne veulent pas augmenter beaucoup.
Donc ça, c'est un peu particulier parce qu'il faut vraiment choisir une prothèse très spécifique avec une projection particulière qu'on trouve, hein, qu'on finit par... on réfléchit ensemble. Mais j'ai beaucoup de patientes à qui je fais des toutes petites augmentations mammaires. Alors, il ne faut pas qu'elles regrettent, il ne faut pas qu'on soit... si je savais, j'aurais mis plus. Hein. Ça, c'est quand même la frustration ultime d'opérer, de se dire... Donc, j'en discute avec elles. Hein. On regarde beaucoup d'exemples. Mais majoritairement, j'ai beaucoup de bon essai. J'ai quand même des petites demandes un peu coquinettes de gros bonnets, des bonnets D. Après, un bonnet D sur une patiente d'1m72, ça ne va pas paraître si gros que ça. Mais ouais, je dirais bon essai, c'est la majorité. Et puis, ça reste cohérent. J'ai pas beaucoup de demandes farfelues. Et justement, est-ce que tu as déjà eu des demandes bizarres et même que parfois tu peux refuser? Ah oui. Heureusement, c'est pas la majorité. Mais je crois que au final, c'est parce que les patientes, elles savent que je dois pas... en tout cas, de ce que je montre, de ce que je communique et de ce que je leur explique. Elles voient bien que je fais pas des seins qui paraissent complètement farfelus, un peu exubérants ou indiscrets ou voyants, fake. Bon, j'espère en tout cas. Mais non, j'ai pas beaucoup de demandes farfelues. Ça m'arrive d'avoir, on va dire, des demandes atypiques. Des très gros seins ou des patientes qui ont des histoires de vie particulières. Par exemple, elles ont divorcé, elles sont dans une reconstruction de leur personnalité. J'ai des demandes, oui, des bonnets E ou des gros bonnets, oui, ça peut arriver. Alors, à l'inverse, je peux avoir aussi des demandes de tout petits bonnets, des toutes petites augmentations. Alors là, parfois, je leur dis que si c'est pour mettre des prothèses mammaires pour si peu, ça ne vaut pas la peine. Mais en général, les patientes sont assez logiques dans leurs demandes. Et puis nous, on est là aussi pour les éduquer et pour leur dire, écoutez, non, c'est pas possible. Alors, j'ai envie de dire que une demande farfelue que je pourrais avoir, ça serait la patiente qui va me demander une taille de prothèse comme si elle va au supermarché. Okay. Donc, j'ai eu le cas d'une patiente qui m'a demandé « Je veux des prothèses 265 ». Parce qu'elle avait vu sur Internet qu'elle voulait des prothèses 265 et que ça allait donner ce bonnet-là. Je lui ai dit « Mais une prothèse 265 sur vous ou sur une autre patiente qui a de la poitrine ou qui n'a pas de poitrine ?» J'ai essayé tant bien que mal de lui expliquer que ça ne va pas donner la même chose, ça ne va pas donner le même bonnet. Elle voulait une prothèse de 265. Et donc, ça, on explique aux patientes qu'on n'est pas au supermarché. On ne peut pas commander un clou comme quand on va dans des magasins de distribution. Ça ne marche pas comme ça, en fait. On ne commande pas une couleur de canapé. Et même si on voit à la consultation un projet et une demande et une envie, ça va peut-être pas forcément être comme ça au bloc opératoire, en fait. Hein. Alors, on essaye de s'en rapprocher, bien sûr, hein, mais le plus possible, et heureusement. Mais non, ça va peut-être pas être aussi précis que ce qu'on demande. Et encore plus en chirurgie mammaire. L'idée, c'est de redonner une silhouette féminine en adéquation avec la demande. Mais pas la recherche de la perfection absolue des magazines. Mais franchement, très sincèrement, en discutant en consultation bien avec les patientes, j'ai pas autant de demandes farfelues que ça. Les patientes sont assez raisonnables. Ouais. Ok. Et comment sont les femmes, justement, une fois qu'elles ont été opérées? Ah, les femmes opérées, je n'arrive même pas à décrire la fierté que j'ai quand je les regarde. Quand je vois dans leurs yeux ce sentiment d'être sûre d'elles, d'avoir renoué avec leur féminité. Moi, je suis aussi une femme, hein, donc je sais ce que c'est des années de complexe. Alors, c'est valable pour la chirurgie mammaire, mais aussi pour les rhinoplasties ou pour les autres types de chirurgie, particulièrement en chirurgie mammaire quand même. Ouais, en rhinoplastie aussi, c'est des gros complexes, les bosses sur le nez. Mais les femmes sont différentes. Moi, j'ai des patientes à qui je mets des prothèses mammaires et qui mettent des jupes, quoi. Alors que j'ai pas du tout opéré leurs jambes. Elles deviennent elles, en fait. Elles deviennent celles qu'elles étaient avant d'être complexées. Et c'est des femmes qui changent la couleur de leurs cheveux. C'est des femmes qui étaient que mamans et qui deviennent épouses, femmes, amantes. Je dis ça avec de l'émotion parce que moi, j'ai toujours beaucoup de fierté à les voir. Et oui, avec les émotions, elles pleurent, je pleure. Enfin bon, oui, quand elles se déshabillent et que je vois, même avant de se déshabiller, je vois quand je vois une patiente à 3 mois, 6 mois post-opératoire, quand elle s'assoit dans mon bureau, je vois de suite qu'elle va bien, en fait. Hein. J'ai pas besoin de lui demander s'il y a eu des complications, si elle a mal. Je la vois dans la salle d'attente à sa façon de s'asseoir et de se lever. Je la vois maquillée. Et je me dis,
là, je me dis, ouais, là, j'ai réussi, j'ai réussi à lui donner ce qu'elle voulait. J'ai réussi mon augmentation mammaire, mais je suis à ma place. Et voilà c'est pour ça que je fais ça, pour ressentir cette émotion et cette fierté, ouais. Est-ce qu'il y a des complications ou des ratés? Il y a des ratés, oui, il y a des ratés. Il y en a de moins en moins parce que la qualité quand même des interventions en chirurgie esthétique est quand même assez bien, assez élevée en France, hein, en France ou ailleurs. C'est des sujets qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien. Je dirais qu'il y a peut-être plus de ratés en réduction mammaire où on voit quand même des complications assez catastrophiques sur certains seins. Et bon, voilà. Alors, le risque, nul n'existe pas en chirurgie, mais il faut quand même qu'il soit minime. Et heureusement, on n'a pas beaucoup de complications, sinon on ne ferait pas ce métier. Enfin, et puis, c'est embêtant pour le chirurgien. C'est pas la faute du patient, forcément. C'est pas la faute du chirurgien, mais enfin, quand même. Ouais, malheureusement, on voit encore des ratés. Alors, est-ce que c'est par déformation des critères esthétiques des autres chirurgiens qui n'ont pas le même critère esthétique que nous? On n'a pas tous les mêmes repères. Oui, moi, je vois encore des choses. Heureusement, en France, on a quand même de la chance. En France, en Europe, on a quand même de la chance. On est quand même bien lotis au niveau de la qualité chirurgicale. Mais oui, je vois des choses qui sont pas glorieuses, mais qui, dans les yeux d'un chirurgien, peuvent être tout à fait acceptables. D'un autre chirurgien, peuvent être tout à fait acceptables. Tout dépend où on place les limites de ses attentes, son désir de perfection. Je crois que c'est comme tout, hein. On fait son métier avec certains critères, avec une certaine éthique, une certaine honnêteté aussi. Mais oui, bien sûr, il y a des ratés. Hein, oui. On sait qu'il y a beaucoup de délais pour venir chez toi. Du coup, comment tu gères comment tu gères si c'est urgent? Ah oui, alors effectivement, il y a un peu de délai. On le gère. Hein. En fait, déjà, la plupart des patients passent par la préconsultation en ligne. Hein. Donc, je mets en général le lien dans la barre, la bio. Comment on gère les urgences? Tout simplement, c'est pour ça qu'il y a du délai. On garde des petites plages libres pour les urgences. Voilà. Donc, s'il y a des patientes, alors les urgences en chirurgie esthétique, c'est quoi? C'est pas le besoin urgent d'avoir une nouvelle rhinoplastie. Encore que si, hein, ça peut être des patientes qui sont tellement mal. J'ai déjà vu des jeunes, des adolescentes, des jeunes filles. Mais pour des réductions mammaires ou autres, dans le planning opératoire est prévu, comme le planning de tous les médecins, des plages d'urgence pour absorber les retards, absorber des soupapes, absorber des demandes un peu particulières, passer plus de temps avec un patient en consultation. Donc, si j'ai une prothèse rompue, on sait qu'on a à peu près 6 mois pour les changer. On va faire passer cette patiente en priorité. Donc, le délai, on arrive à le gérer pour les demandes urgentes. Ouais, c'est prévu. Ok. Et pour finir, comment tu vois justement l'avenir des prothèses? Je pense on n'arrêtera pas de mettre des prothèses. On n'arrêtera pas de rendre les femmes féminines et heureuses. Et plus ça va, plus les prothèses sont de qualité, plus elles ont une forme naturelle, plus elles sont discrètes, plus les femmes, tout simplement, sortent cette chirurgie du domaine de l'inaccessible. On parle bien sûr pas de l'aspect financier, mais de l'aspect théorique, tout simplement. Même si on a les moyens, il y a des personnes qui estiment que la chirurgie esthétique n'est pas faite pour eux et que jamais ils feront de la chirurgie esthétique parce que c'est mal, parce que c'est triché, parce que c'est tabou et qu'on ne peut pas en parler. Alors, bien sûr, moi, je vois les patientes à ma consultation, il y en a beaucoup, donc je me dis, en fait, tout le monde se fait opérer. Non, c'est quand même pas le cas. Mais en parlant autour de soi, on se rend compte que de plus en plus de patientes se font opérer. Donc, l'avenir de la chirurgie esthétique, je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Tant qu'on rendra les femmes heureuses, tant qu'on les respectera, on les écoutera. Il faut les écouter. C'est une grosse partie de la chirurgie, c'est l'écoute. Moi, je dis toujours, j'opère pas des seins, j'opère pas des bosses, ni je mets pas de silicone. On opère des femmes, des histoires. On les opère dans leur contexte, ou parfois on les opère pas. Et c'est ça qui fait le petit truc en plus. C'est ça qui fait qu'on les réussit. Donc non, il y a tant que les femmes ou les hommes, tout simplement, feront confiance à des bons chirurgiens, qu'il y a une belle relation médecin-patient, ça continuera. Parce qu'on a quand même la chance de faire un métier où on rend les gens
bien dans leur peau, on rend les gens heureux. Donc, j'ai pas d'inquiétude sur l'avenir de la chirurgie esthétique ni des prothèses mammaires. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.